de France a collaboré. Donc, il y a Jean-Philippe Moreux, moi-même et une collègue, Isabelle Breuil, qui ont participé à travers des échanges, des ateliers, des accueils au sein de ce projet européen que je vais vous présenter un petit peu plus largement. Donc, dans un premier temps, je vais vous expliquer un petit peu en quoi consiste ce projet et on reviendra sur quelques événements forts et notamment sur l'encyclopédie en ligne qui a été développée autour de ce projet européen. Cet objectif, au départ, était de construire un cadre afin de mieux appréhender les interactions, les tensions, les limites autour des modèles européens de sociabilité et d'étudier la question relative à l'émergence et à la formation de ces modèles européens de sociabilité au long XVIIIe siècle. Ce projet européen a été piloté par un laboratoire Héritage et construction dans le texte et l'image de l'Université de Bretagne occidentale, qui est basé à Brest et qui rassemble 11 partenaires en France, en Pologne, au Royaume-Uni et au Canada. Et l'idée était de réunir ces partenaires autour d'un programme scientifique que je vais vous détailler progressivement, dans le but de créer une encyclopédie numérique à accès ouvert de la sociabilité en Grande-Bretagne au siècle des Lumières. Cette encyclopédie numérique vise à comporter une anthologie historique de sources textuelles ou iconographiques et de proposer à un large public une cartographie des savoirs. Donc des échanges entre chercheurs de ces différentes institutions partenaires ont pu être envisagés et prévus. Et le projet européen était financé par un programme dans le cadre de recherche et de l'innovation de l'Union européenne. On peut voir ici la cartographie de différents partenaires de ce projet. Donc nous avons l'Université de Bretagne occidentale qui était pilote, ainsi que l'Université Sorbonne Paris-Nord, le musée Koenigsegg, donc une institution muséale, la Bibliothèque nationale de France, donc une bibliothèque, mais aussi les National Archives à Londres. Donc différentes typologies d'établissements universitaires, patrimoniales, établissements bibliothèques, d'archives, qui ont permis de croiser des approches académiques, institutionnelles, et de faire aussi se rencontrer des bibliothécaires, des archivistes, des conservateurs de musées avec des chercheurs, et c'était très intéressant. Pour ce premier aperçu autour de ce projet, l'idée était de rassembler donc des documents, de travailler sur ces documents autour du long XVIIIe siècle. Personnellement, j'étais plutôt centrée sur le XIXe et le XXe siècle. Donc moi, personnellement, ça m'a permis de travailler sur des documents sur lesquels j'étais moins formée et de faire de nombreuses découvertes. Et ces échanges ont visé donc à la rédaction de notices pour une bibliothèque, enfin une encyclopédie en ligne. Et donc ces notices se sont appuyées sur des documents que nous avons pu consulter lors de mobilité et que nous avons pu présenter aussi à des chercheurs en les guidant à travers nos ressources, notamment à la Bibliothèque nationale de France, que ce soit des ressources physiques, des manuscrits, des documents iconographiques, des estampes, des ouvrages, mais aussi des documents en ligne, numérisés, notamment dans Gallica. Parmi le comité scientifique, donc présidé par Kimberley Page Jones, nous avions divers représentants d'institutions, dont de l'Université de Bretagne-Ouest, de l'Université de Paris 13, de la BNF, de Warwick University, du musée Koenigsegg et des archives nationales et ainsi de suite, qui permettaient régulièrement d'avoir des moments de partage, des réunions de ce comité scientifique pour organiser les événements qui allaient être programmés durant les années du projet, qui a commencé en 2019, qui en raison de la crise liée au Covid a dû être prolongé sur plusieurs années pour finir en décembre 2022. Donc ce projet était financé, il a duré donc 3 ans et a permis de nombreuses collaborations, de nombreuses missions et des échanges entre les 12 partenaires.
et notamment la mise en ligne en 2021 de l'encyclopédie numérique Digitins. Donc, il y a eu un an supplémentaire en raison de la crise sanitaire qui a rendu impossible certaines missions. Nous avions par exemple la possibilité d'effectuer une mission d'1 mois. Certains pouvaient effectuer 2 missions. D'autres pouvaient les couper aussi en plusieurs séquences. C'est ce que nous avons dû faire parce que parfois nous avions commencé 1 ou 2 semaines de mission et en raison de la crise, on a dû reporter les autres séquences. À la Bibliothèque nationale de France, on a tenu à raccrocher en fait sur notre programmation certains événements pour ouvrir ces événements au projet européen Digitins, notamment des ateliers, donc des workshops et aussi des rencontres Gallica. Donc les rencontres Gallica sont un rendez-vous qui existe avant et après ce projet, dans lesquels on a intégré des moments pour présenter quelques travaux de recherche qui ont pu être menés, notamment par Isabelle Breuil, qui s'occupe toujours à la Bibliothèque nationale de France de la médiation numérique autour de Gallica et qui s'est intéressée aux collections numérisées des archives de la Bastille, mais également aux archives des papiers peints et des textiles imprimés du XVIIIe siècle, à la fois dans Gallica, mais aussi aux archives nationales de Londres, où elle a effectué des missions. Donc elle a pu faire ces rencontres, ces restitutions, à travers des rencontres Gallica et des billets de blog, donc Gallica étant la bibliothèque numérique de la BNF. Ça avait aussi pour but de présenter au grand public ces collections qui ont récemment été numérisées, et de les faire découvrir et en les contextualisant dans la notion de sociabilité au XVIIIe siècle. Il y a eu notamment un workshop autour des amitiés épistolaires au XVIIIe siècle qui a réuni donc des étudiants, des chercheurs, des conservateurs autour du thème des correspondances épistolaires, des amitiés épistolaires, en lien avec une préparation d'exposition au musée Cognac-Gier qui avait lieu en 2021, mais aussi en lien avec un ouvrage qui devait être publié sur ce thème. Donc ces journées d'écriture collaborative ont été très fructueuses puisqu'elles permettaient de réunir des membres donc, du projet européen et également des conservateurs de la Bibliothèque nationale de France, certains n'étant pas forcément impliqués directement dans le projet, mais pouvaient venir participer à ces journées de travail d'écriture collaborative autour notamment du document issu des collections numérisées dans Gallica. C'était un moment à la fois pour faire découvrir des outils du catalogue, de Gallica, des outils de recherche, mais aussi des moments pour croiser justement les différentes manières de chercher des sources, à la fois pour les conservateurs, les archivistes, mais aussi pour les chercheurs. Donc en croisant ces sources, nous avons eu pour but de rédiger des notices. Alors personnellement, j'ai travaillé avec une collègue qui est Marianne Charrier-Bozel, qui est maître de conférences en littérature française et spécialiste de Madame du Deffand. Nous avons co-rédigé une notice sur Lord Byron en croisant justement nos outils. C'était très intéressant. Nous avons aussi pu mener des ateliers, accueillir plutôt des ateliers autour des caricatures britanniques pendant la période révolutionnaire en mars 2022 avec un chercheur de Warwick University qui est Mark Philp, qui a travaillé avec ses étudiants autour de documents du département des estampes et de la photographie à la Bibliothèque nationale de France. Et il a pu animer comme ça des ateliers ouverts au grand public. Il y a eu également des séminaires qui étaient organisés aux Archives nationales de Londres et où parfois des collègues de Paris, de la BNF, ont pu prendre part. Différentes publications ont pu voir le jour pendant le projet et à l'issue du projet.
notamment autour donc de ces sociabilités britanniques et des relations anglo-françaises. D'autres publications ont pu voir le jour, notamment autour de la culture des Lumières et des pratiques culturelles, puisque ces sociabilités questionnaient non seulement les relations épistolaires, les relations entre les personnes, mais aussi les objets, les lieux de rencontre. Donc c'était un vaste champ de découverte. D'autres publications ont focalisé aussi sur la notion d'espace de sociabilité que j'évoquais, ces lieux de rencontre, ces lieux où l'on échange avec ses concitoyens. D'autres se sont intéressés à l'approche plutôt visuelle et matérielle, ou encore au réseau de sociabilité, c'est-à-dire aux circulations, aux échanges, aux transferts, notamment par exemple les voyages, le grand tour. Certaines institutions ont organisé aussi des conférences et des rencontres internationales autour de thématiques, toujours en lien avec cette notion de sociabilité, autour du jeu, par exemple, donc à la Maison de la Recherche à Sorbonne, à Paris, d'autres autour de la correspondance de Voltaire et des réseaux de sociabilité. C'était aussi à la Sorbonne, un professeur de la Sorbonne, mais c'était organisé à la BNF. Donc voilà, il y a eu des croisements comme ça entre différentes institutions et l'idée voilà, d'ouvrir au maximum en fait ces réseaux de recherche et de chercheurs et d'accueillir différents événements dans toutes les institutions partenaires. Le projet s'est terminé donc en décembre 2022 à l'Université de Bretagne-Ouest et a rassemblé la majorité des participants de ce projet européen. Un conseil scientifique s'est tenu également pour envisager la suite du projet. Et parallèlement, nous avons pu lancer l'encyclopédie en ligne Digitans avec environ 200 notices le 8 décembre 2022. Et l'idée, c'est que ce projet ne se termine pas en fait sur cette fin en 2022, mais puisse se poursuivre à travers le GIS Sociabilité. Une convention a été renouvelée avec différentes institutions et la BNF, qui n'était pas partenaire du GIS Sociabilité, mais uniquement du projet européen Digitins, a rejoint depuis juin dernier le GIS Sociabilité pour faire perdurer ces échanges. L'idée donc de l'encyclopédie en ligne Digitins est donc d'aborder les sociabilités britanniques, mais au sens large les sociabilités européennes au long XVIIIe siècle, à travers environ 200 notices. Elle focalise donc sur différentes entrées, donc les individus, les pratiques, les objets, les lieux et des concepts. Différents points de vue sont partagés, un point de vue historique, sociologique, philosophique, littéraire et linguistique, afin de concevoir un nouvel outil, en quelque sorte, qui s'adresse aux étudiants, aux chercheurs et au public général, à la fois en français et en anglais. Et un comité éditorial a été dédié à tout ce processus. Donc, parmi ce comité éditorial, différents représentants, membres de ces institutions partenaires, siégeaient donc dans ce comité pour travailler à la mise en ligne, à la cohérence des entrées des notices. La plateforme est en open access, donc elle est ouverte à tous. Elle a un outil de recherche à travers des mots-clés, avec des liens qui renvoient vers des références externes et différentes ressources. Elle s'adapte aux différents écrans, tablettes, ordinateurs, téléphones. Donc on trouve son adresse sur digitins.org et en 2022, nous avons réussi donc à avoir 200 entrées et cela va s'accroître. Donc voilà la page d'accueil de l'encyclopédie des sociabilités britanniques, mais au sens quand même des voyages et des relations européennes. Donc c'est pas uniquement centré sur la Grande-Bretagne au XVIIIe siècle.
Donc, ces différentes entrées permettent de découvrir des documents, des objets, des revues, des monographies, et de découvrir donc différents aperçus sur cette particularité des sociabilités au XVIIIe siècle. Les catégories sont donc sous-divisées. Par exemple, dans la catégorie personnes, people, on a les pratiques, les objets, les lieux, des concepts. Et il y a donc des sous-catégories comme art et littérature, sciences, politique, commerce, voyage, la mode. On peut donc naviguer de différentes manières à travers l'encyclopédie, notamment à travers ces différentes catégories. Voilà, si on s'intéresse à la mode, il y a le mot-clé dress, par exemple. Si on s'intéresse à des personnes, on peut taper directement leur nom. Si on cherche des lieux, il y a le mot coffee houses, par exemple. Voilà, donc quelques aperçus sur ces différentes entrées qui permettent aux navigateurs une lisibilité, une facilité en fait pour rentrer dans ces sociabilités britanniques. Voilà, des mots-clés autour du sport, par exemple, des mobilités ou de l'écriture ou des rites facilitent la navigation. Voilà l'arborescence en quelque sorte de l'encyclopédie. Donc autour des personnages, on a les aristocrates, l'art et la littérature, donc les écrivains, les artistes, les associations, le commerce, la mode, voilà, différents éléments. Autour des pratiques aussi, c'est assez large puisqu'il y a la danse, la musique, la nourriture, les jeux, les rituels, les cérémonies, la politique, donc différents moments voilà, de la société, différents événements qui peuvent trouver leur place. Pour les lieux, il y a les villes, et également la nature, les résidences, les lieux de résidence, les lieux de rencontre, les lieux de commerce, les lieux où on va manger et rencontrer autrui. Donc, ces différentes typologies facilitent aussi une navigation et une découverte. Les concepts sont importants aussi pour donner des repères historiques, notamment sur la nationalité et les cultures transnationales, les grandes découvertes, les émotions ou le langage. Et enfin, les objets d'une catégorie intéressante. Je pense notamment à nos partenaires du musée Cognac-Jay, qui est un musée qui abrite de nombreux objets, qui va justement présenter une exposition autour des objets de luxe et des objets de poche. Il y a l'éventail, voilà, les tabatières, voilà, tous ces objets d'échange sont pris dans un réseau relationnel qui est très intéressant à découvrir. Voilà, je vous montre encore quelques exemples d'entrées. Et nous allons découvrir voilà, l'aspect d'une notice, donc celle-ci rédigée par Brian Cowan, autour des coffee houses, donc ces maisons de café qui sont des lieux très importants de rencontre et de sociabilité et qui ont joué aussi un rôle important dans les échanges autour de la politique. Donc le principe, à chaque fois, un résumé, 5 à 10 mots-clés, une vignette ou quelques images et des notes de bas de page. Ces notices ont été rédigées en s'appuyant sur l'étude de documents qui a pu être menée dans les différentes institutions partenaires. Là, un exemple de notice que j'ai pu rédiger autour de Horace Walpole grâce aux recherches que j'ai pu mener, notamment aux Archives nationales de Londres, mais également dans des documents numérisés dans nos collections de la Bibliothèque nationale de France sur Gallica. Un autre exemple de notice avec consacrée à Aphra Behn, une des premières femmes écrivains en Angleterre, et son rôle autour des sociabilités et du théâtre. Encore un autre exemple de notice, cette fois-ci consacré aux collections, comment les collectionneurs, grâce à leur réseau de marchands, grâce aux voyages qu'ils ont pu effectuer, ont participé, ont contribué à ces réseaux de sociabilité. Et on retrouve aussi des notions comme les musées, la circulation des objets, qui était quelque chose de très important à cette époque.
Une autre exemple, donc celle autour de Lord Byron, que j'ai pu co-rédiger donc avec Marianne Charrier-Vauzel, dont son nom apparaît bien sur la notice. On a vraiment fait attention à faire remonter les différents réseaux de sociabilité qu'il a pu nouer sur le sol britannique, mais aussi lorsqu'il était en voyage à Venise ou autour de son combat pour l'indépendance grecque. Il y a des outils donc que le navigateur peut utiliser pour citer la page qu'il consulte sur l'encyclopédie, pour reprendre et citer l'article et reprendre les références bibliographiques, ainsi que des liens vers des sources primaires. L'idée maintenant pour le GIS Sociabilité, qui continue à alimenter l'encyclopédie Digitins, c'est d'améliorer la version 1, de favoriser l'interopérabilité et d'ajouter des liens en fait, de visualisation pour travailler autour des mots-clés et de construire des sources, une anthologie des sources primaires. Voici la page sur la BNF pour les actualités professionnelles, pour communiquer en fait autour de cette collaboration de la BNF au projet Digitins. Donc régulièrement, nous avons eu à cœur de partager, de diffuser cette collaboration qui a pu avoir lieu pour travailler autour de nos collections. Donc, par exemple, ce qu'on a fait, c'est que régulièrement, quand on pouvait, on a rédigé des billets de blog Gallica pour mettre en lumière les documents sur lesquels on travaillait. Comme j'ai rédigé une notice sur Lord Byron, l'idée était de reprendre aussi les éléments qui étaient sur la notice, mais en focalisant sur quelques documents dans Gallica, pour les faire découvrir aussi au grand public. Ça a été le cas aussi autour des amitiés épistolaires, donc, puisque j'ai pu contribuer à cet ouvrage et au workshop, j'ai tenu à reprendre certains éléments de cette rencontre et de rédiger donc un billet de blog pour Gallica qui est accessible à tous et qui permet de faire découvrir aussi le projet. Et à la fin de ces billets de blog, il y avait une vignette qui permettait de décrire le projet européen et de le faire découvrir aussi au grand public. Donc voilà, celui-ci a été rédigé avec une collègue de la BNF qui qui est chargée de collection en lettres françaises de Moyen-Âge au XIXe siècle, qui ne prenait pas partie directement au projet européen, mais qui a pu collaborer à la mise en lumière de certains documents. Voilà quelques éléments de communication qui ont pu être mis en place. Donc, il y avait une newsletter organisée par Digitins, une newsletter régulière qui s'adressait aux partenaires. Il y avait donc un site internet aussi du GIS Sociabilité, le site internet de Digitins, hébergé par l'Université de Brest, et puis le site autonome de Digitins, qui renvoie vers l'encyclopédie, des fils Twitter réguliers, et donc divers canaux de diffusion. Je vais passer la parole à mon collègue Jean-Philippe, qui va vous détailler un petit peu plus les collaborations au niveau des experts scientifiques. Bonjour à toutes et à tous. Oui, merci Isabelle pour cette présentation. Comme Isabelle vient de le dire, il s'agit vraiment d'un projet qui s'inscrit dans la dynamique des humanités numériques. Donc, vous l'avez vu, les chercheurs associés, nos partenaires scientifiques ont travaillé à la fois sur les collections physiques et sur les collections numérisées, en particulier Gallica, mais ça a été le cas chez nos partenaires aussi de musées ou aux archives nationales anglaises. Donc cette ambition, au-delà de la production d'outils numériques, de l'encyclopédie en particulier, elle s'est aussi déployée sur l'outillage en fait, ou les pratiques, ou les méthodes euh, de travail que l'on peut offrir nous en tant qu'institution patrimoniale ou l'université à travers ces actions, soit de formation, soit de sa propre activité de recherche. À la fois donc l'outillage, les méthodologies de travail et puis également l'état de l'art, c'est-à-dire que fait-on aujourd'hui, à la fois sur des collections patrimoniales ou sur des collections en général numériques, dans un cadre d'activité scientifique en sciences humaines et sociales. Donc ça s'est incarné à travers, comme Isabelle l'évoquait, des ateliers, des sessions de formation,
Et puis également ce programme de résidence, alors, dans la terminologie européenne, on parle de secondment. Donc il s'agissait plutôt de résidence de 15 jours, voire 2 fois 15 jours, ou en tout cas par tronçon, qui ont permis de mettre euh, en contact des chercheurs, des experts techniques ou des informaticiens sur des projets de recherche, alors, soit pour offrir de l'outillage à des chercheurs en SHS, soit pour travailler en particulier entre deux institutions patrimoniales. Donc, je vais évoquer ce cas particulier, comparer leurs approches, partager leur expérimentation et finalement progresser dans un environnement transdisciplinaire. Isabelle, je veux bien que tu passes à la... Voilà. Donc ça, c'est un exemple de session dans un atelier qui a été évoqué par Isabelle, qui s'est tenu à Brest en 2019, dans lequel on a présenté à la fois l'environnement numérique de Gallica, de la BNF, au sens large, hein, donc les différents portails d'information, nos ressources numériques, les différents canaux d'accès à ces ressources, en particulier les API, et puis des présentations focalisées sur à la fois l'outillage, qui est très utilisé hein, par l'univers des SHS, globalement par la dynamique des humanités numériques, ou de l'outillage un petit peu plus technique qui permet d'enrichir des documents, d'extraire de l'information structurée de documents patrimoniaux. Là, vous voyez à l'écran en particulier de l'outillage qui permet de construire des visualisations, de produire des analyses de réseau, globalement, à la fois dans un contexte scientifique qui est celui des SHS et puis dans le contexte en général des institutions patrimoniales. Là, à la suite. Alors, cette activité s'est déployée à l'échelle du projet à travers en particulier des échanges, donc des résidences. Pour ma part, j'ai eu la chance de pouvoir travailler à la fois avec les archives anglaises et puis avec une bibliothèque universitaire, donc à Montréal, l'Université McGill, dans des services qui sont peu ou prou, qui font peu ou prou le pendant du département dans lequel je travaille, donc à la fois des services qui ont des collections numérisées à mettre en forme, à partager, à disséminer, et puis aussi des départements ou des services qui œuvrent à faire en sorte que ces collections soient mieux utilisées ou plus facilement mises en perspective, retravaillées, réutilisées par les chercheurs. Donc deux résidences et sur les sujets principaux que vous voyez juste en dessous, c'est-à-dire essentiellement ce qu'on peut faire aujourd'hui en analyse d'images outillées par l'intelligence artificielle, tout ce qui relève de la reconnaissance automatique de l'écriture manuscrite, et puis dans un troisième temps aussi un protocole technique, 3IF, qui permet de partager euh, des médias, en particulier des médias images, et puis ce que j'évoquais aussi en termes de support à l'activité de recherche déployée par des institutions patrimoniales, donc dans le contexte des humanités numériques, à travers en particulier le retour d'expérience qu'on peut avoir à la BNF depuis l'ouverture de notre Data Lab en octobre 2021, sachant que les deux institutions partenaires, donc tant anglaises que canadiennes, étaient aussi à cette époque-là dans une dynamique d'ouverture de services de ce type, de dispositifs d'accueil physique ou virtuel du même type. À la suite de quoi, un petit focus donc, sur ce premier mini-projets. Donc, ce sont quand même des projets très resserrés, donc sur une durée d'1 mois, mais qui nous ont permis là en particulier de retravailler d'un point de vue plus technique sur un des sujets qui avait été, une des collections, pardon, qui avait été investiguée par nos collègues, tant du côté anglais que du côté de la BNF, avec le travail d'Isabelle Breuil, sur des collections d'échantillons soit textiles, soit de papier peint, qui ont été numérisés des deux côtés de l'Atlantique qui relèvent du 18e et 19e siècle. Et là, l'idée, c'était de voir ce qu'on peut faire aujourd'hui avec de l'IA sur ce type de collection et à travers un prototype qui a été développé il y a quelques années de cela à la BNF qui permet de chercher dans les images, ce qui implique aussi, dans un premier temps, de les en accès automatiquement.
Donc, les résultats de l'expérimentation sont visibles, elles sont en ligne. Donc, si vous vous connectez à la fin de cette présentation sur Delicapix, vous aurez accès au corpus d'échantillons de papier peint et vous pourrez opérer de la recherche pardon, sur ce corpus. Oui, pardon. Alors là, on a le euh, deuxième projet, donc toujours à TNI, côté anglais. Alors, deuxième projet, parce que comme l'évoquait Isabelle, le Covid a eu des conséquences de ce type, ce qui a permis dans ce cas particulier de développer deux petits prototypes. Là, l'idée était plutôt que de travailler sur des collections, était plutôt de partager un état de l'art ou des pratiques techniques qu'on peut mener à la fois à la BNF et côté laboratoire de recherche ou service d'innovation numérique côté TMA, sur un projet de recherche qui était en cours à cette époque-là, financé par le fonds HRC de leur côté. Et là, l'idée était, encore une fois, d'appliquer de l'IA sur un projet de recherche en faisant en sorte d'indexer, de classifier automatiquement des contenus, alors là, pour le coup, qui n'ont pas été numérisés, mais des contenus contemporains qui datent des années 90-2000, qui sont des ressources culturelles ou patrimoniales désormais euh, du côté du web anglais, et de les archiver, de les catégoriser en s'aidant de ce que peut faire aujourd'hui l'IA sur ce type d'objectif, c'est-à-dire en particulier classifier des images, indexer les contenus des images avec des modèles, en particulier clips. Si tu veux bien passer à la slide suivante. Alors, en pratique, qu'est-ce qui a été tenté ici? C'est à partir d'un fond qui a été extrait d'une archive web, donc les archives, euh, archives féminines de Pays de Galles, plusieurs centaines d'images, de documents, de PDF, de numérisation de lettres manuscrites, de photographies des années 90-2000. L'idée de caractériser ces différents documents et de savoir finalement dans les catalogues. Donc, là, c'est encore une fois, c'est un prototype, mais l'idée est quand même assez classique, assez générique. De pouvoir dire, est-ce qu'il s'agit d'une photo, est-ce qu'au contraire, là, le document en question, c'est une écriture, donc, relève de collection écrite, en particulier, soit manuscrite, soit imprimée, avec un modèle qui va automatiquement classifier, en sortir, donc vous voyez une dizaine de typologies documentaires. Et donc là, le modèle, donc une approche totalement automatique, doit déduire à quelle classe documentaire à partir de tel ou tel document. Je veux que tu passes à la suite. Et pour finir, donc une deuxième résidence, cette fois à la bibliothèque universitaire McGill, qui peu ou prou est placé dans un contexte qui est assez classique, avec désormais qu'il s'agit de bibliothèque universitaire ou de bibliothèque nationale, d'offrir des services à la fois en termes d'outillage, en termes aussi d'accompagnement méthodologique, ou éventuellement d'expertise transdisciplinaire sur euh, des besoins qui, là aussi, sont assez courants désormais, au-delà de l'OCR. Donc, c'est aussi aujourd'hui extraire le texte manuscrit. Donc, cette expérimentation, elle a eu lieu à travers les savoir-faire que la BNF a pu développer en la matière, sur des collections qui sont celles de la bibliothèque universitaire McGill, et en s'aidant d'un outillage qui est aujourd'hui de plus en plus accessible aux chercheurs humanistes. Donc en particulier, euh, un dispositif qui s'appelle eScriptorium, qui a été développé en France par plusieurs laboratoires, à travers une collaboration aussi avec des institutions patrimoniales. Et puis Transcribus, qui est un outil qui est un des livrables d'un projet européen des années 2000, qui est aussi très très utilisé et très facile d'accès euh, pour entraîner des modèles à reconnaître telle ou telle typologie d'écriture, ou en fonction des périodes historiques, en fonction aussi bien sûr des langues qui sont présentes dans les documents.
Je crois qu'on est arrivé à la fin de la présentation avec quelques petits retours d'expérience. Alors là, du point de vue de ce que je viens de vous présenter, c'est-à-dire comment faciliter la collaboration entre établissements patrimoniaux ou entre établissements patrimoniaux et leur public, à travers la technique, donc à travers, non pas la technique en soi, mais la technique au service des usages et des usagers. On a pu le voir à travers ces échanges souvent partagés de briques logicielles est assez compliqué parce qu'elles sont toujours très liées à un contexte local. Par contre, développer de l'outillage, et en particulier c'est le cas avec les deux outils que je viens de citer, Transcribus en particulier, et aujourd'hui accessible. Et ça permet aussi finalement d'asseoir des pratiques et donc de satisfaire des besoins très très communs à l'échelle internationale. Aujourd'hui, ces ambitions de partage, ils sont vraiment liées ils reposent beaucoup sur l'IA. Auparavant, c'était très lié à la numérisation, à la dissémination sur le web. Aujourd'hui, l'IA est un excellent terrain de partage et de plus un terrain transdisciplinaire. Et puis cette ambition aussi qui était celle du projet d'outiller les chercheurs en humanité avec des services techniques, des dispositifs numériques, de l'expertise, est toujours très compliqué parce que autant les besoins, en tout cas un certain nombre de besoins qu'on vient de croiser, sont communs, pour autant le contexte du chercheur, ses objectifs scientifiques sont les collections sur lesquelles il assoit son travail sont toujours singulières et de ce point de vue, c'est toujours délicat. On a vu aussi à travers ce projet que même les chercheurs qui ne s'inscrivent pas de manière formelle dans cette perspective, dans cette approche qualifiée d'humanité numérique, entre guillemets, pour autant ont des besoins très prosaïques de traitement de la donnée, traitement de documents. Donc l'objectif de ce type de projet, c'est également de les accompagner, de les faire passer du duo Word, Excel à de l'outillage plus contemporain. Et j'en ai fini. Je vous remercie de votre attention. Et je crois qu'une séance de questions-réponses est possible. Oui, merci beaucoup pour votre présentation. C'était extrêmement intéressant. Je vous propose d'effectivement prendre des questions. On peut peut-être commencer ici dans la salle et puis ensuite prendre les questions en ligne. Si vous êtes en ligne, vous pouvez soit lever la main sur Zoom, soit écrire vos questions dans le chat, soit tout simplement ouvrir votre micro et prendre la parole. Est-ce que nous avons d'abord des questions ici dans la salle? Peut-être, du coup, est-ce qu'on a des questions en ligne déjà? Sinon... En ligne, a priori, non. Non, pas encore, effectivement. Moi, j'avais effectivement une question pour vous. Si aujourd'hui, nous souhaitons mettre en place une encyclopédie, par exemple ici pour le CERN, donc on n'est pas du tout sur les mêmes sujets que vous, mais quels seraient vos conseils pour mettre en place un tel projet en termes de gestion de projet, de ressources nécessaires? Il y a deux choses en fait, puisque la création d'une encyclopédie en ligne nécessite surtout des aspects techniques et opérationnels. Le projet européen, enfin Digitin, c'était financé par l'Europe et du coup a permis ces mobilités qui ont facilité les croisements entre chercheurs, bibliothécaires, archivistes, ingénieurs comme Jean-Philippe. Donc ça, c'était une donnée très particulière à instruire. Ça nécessitait aussi, pour la gestion du budget, des financements, des missions, des échanges, des ateliers collaboratifs qui avaient lieu pour les déplacements des uns et des autres, une gestion millimétrée, très très complexe, avec un versement en amont des fonds pour les missions dans les institutions. Et puis, il y avait aussi des contraintes très complexes entre un membre de telle institution devait aller dans une autre typologie d'institution. Donc, si on était de la BNF, on devait aller dans des établissements assez spécifiques. Voilà, il y avait quand même pas mal de contraintes. Après, pour l'aspect, pour la gestion du site, il y a eu des recrutements
qui ont pu être faits, des contrats en fait, pour de certaines durées, pour la préparation, la mise en ligne. Il y a eu un gros travail de collaboration grâce aux étudiants de certains maîtres de conférences ou professeurs pour la relecture patiente et rigoureuse des notices, des entrées, donc qui ont été soumis à différentes relectures par des chercheurs, par des spécialistes vraiment dans certains domaines pour vérifier que sur l'aspect scientifique, elles étaient parfaitement élaborées et puis qu'elles suivaient une feuille de route. Et là-dessus, donc, il y avait un travail aussi d'aide de la part des étudiants qui ont contribué à ces relectures. C'était très difficile d'arriver à ces 200 notices alors qu'il y a eu 3 ans. Mais il y a eu aussi des difficultés de déplacement, d'accès à des bibliothèques pendant cette période du Covid. Donc, qui n'a pas aidé le projet. Maintenant, je pense qu'avec le concours d'ingénieurs ou de regards, justement, de collègues spécialistes de ces humanités numériques, la version de Digitins va évoluer vers une version 2. Elle aurait pu être peut-être anticipée au départ. Mais c'est justement ces croisements, ces regards de professionnels des métadonnées, par exemple, qui ont pu permettre de soulever justement ces questions d'interopérabilité, de mots-clés qui sont importants, de différentes manières de rentrer en fait dans l'arborescence de cette encyclopédie. Mais après, il y a quand même une certaine simplicité d'utilisation, puisque c'est destiné quand même au grand public, mais aussi à des étudiants. C'est en français, c'est en anglais, c'est l'idée que ça soit aussi ouvert pour toute personne qui travaille autour de l'Europe. Et dans la suite, ça pourrait s'ouvrir vraiment au monde entier, c'est-à-dire à cette époque des grandes découvertes, des voyages et d'autres cultures. Donc, je pense que ce sera dans la suite d'ouvrir plus aux autres cultures et aux autres continents. Merci beaucoup pour votre réponse. Est-ce que nous avons d'autres questions, soit ici dans la salle, soit en ligne? You can also ask in English the questions if you would like. J'ai une autre question pour vous en attendant que ma collègue également a une question pour vous ensuite. Ce serait plutôt une question technique justement. J'ai vu sur une de vos slides en début de présentation que j'ai vu Drupal passer par exemple. Je me demandais quels sont du coup les outils derrière le site web. De fait, non, c'est Drupal. En C'est fait, Drupal? l'encyclopédie, oui, l'encyclopédie est assise sur le CMS Drupal. Oui. Et le CMS a été adapté à travers une prestation de service auprès d'un- d'une société qui fait assez régulièrement ce type de travaux, donc avec des développements spécifiques pour au-dessus de Drupal, pour notamment gérer l'ontologie, gérer la partie du back-office, donc l'éditorialisation des contributions. Donc il y a eu un contrat qui a été permis par le financement européen au fil des 3 années du projet pour développer ce site au-dessus de Drupal. D'accord. Et quelles sont les fonctionnalités que les utilisateurs peuvent donc avoir sur ce site exactement? Parce que vous avez parlé notamment de visualisation de données. C'est quelque chose qui est possible via l'encyclopédie en ligne? Non, c'est plutôt dans la feuille de route de la suite. Aujourd'hui, c'est une dimension qui est pauvre, mais qu'on va chercher à améliorer dans la version 2. Le travail autour du Drupal a été essentiellement porté sur la création, enfin la gestion d'ontologie, en particulier avec l'indexation par mots-clés, euh, la facilitation de la contribution dans le back-office éditorial, de mémoire, la navigation dans l'encyclopédie, les différents modes de navigation. C'est une adaptation, je dirais, légère d'un CMS pour répondre à des besoins spécifiques de ceux de l'encyclopédie.
Merci pour votre réponse. Je pense que Catherine a une question. Alors, une question par rapport à l'utilisation d'intelligence artificielle. Vous avez dit dans plusieurs endroits que vous avez utilisé ChatGPT ou pardon, ChatGPT OpenAI. Comment avez-vous choisi cet outil et est-ce que les ouvrages utilisés ont impacté le choix de utile? Alors, le modèle, effectivement, Clip a été produit par OpenAI. Aujourd'hui, tant que ça, c'était en 2000, début d'année, 2023. Aujourd'hui, il existe des modèles à peu près similaires qui sont open source, donc en particulier OpenClip. Donc le choix de l'outil a été vraiment déterminé par les potentialités de ce type de modèle, puisque en l'occurrence là, on cherche à indexer des images ou à chercher dans des images avec du texte, en tout cas des requêtes textuelles. Donc ce type de modèle correspondait vraiment. Et une part de l'interrogation qui est la nôtre, qui sont celles de nos collègues, lorsqu'on déploie des modèles de ce type sur des collections patrimoniales, c'est d'évaluer leur capacité à s'adapter aux particularités de ces collections. Alors, pour Clip, en l'occurrence, sur la collection de nos collègues anglais, ça s'est très bien passé puisqu'il s'agissait de documents des années 1990, 90, 80 à 2000. À la BNF, pour autant, on a aussi essayé Clip sur des collections plus anciennes, en particulier des collections du XXe siècle. C'est toujours, oui, c'est toujours un des enjeux de ce type d'expérimentation, c'est de voir comment se comportent des modèles contemporains sur des collections anciennes. Enfin, des modèles entraînés sur des contenus contemporains. Comment ils vont se comporter sur des collections anciennes. Parfait, merci. Est-ce que nous avons d'autres questions, soit ici dans la salle, soit en ligne? Donc, pas d'autres questions. Je propose donc de conclure ici. Je voulais vous remercier encore pour la présentation qui a été extrêmement intéressante. Et pour vous rappeler, donc, c'était donc le 5e Library Science Talk co-organisé donc par ILIS, la Centrale Bibliothèque de Zurich et le CERN. Il y aura demain une présentation en anglais à la Centrale Bibliothèque à Zurich. Et puis ensuite, un prochain Library Science Talk au mois de novembre. Voilà, merci beaucoup et bonne soirée à tout le monde. Merci. Merci, bonne soirée. Au revoir.